je vous présente ma présentation qui concerne la rhinite allergique. En fait, la rhinite allergique est un problème de santé publique. Elle représente 10 à 25% de la population et avec une prévalence qui est en nette augmentation. L'asthme et la rhinite allergique sont fréquemment associés et dans 50% des cas, suggérant l'unicité des voies aériennes, one way, one disease. En fait, en réalité, c'est considéré comme une seule maladie. Elle altère la qualité de vie, les performances scolaires chez l'enfant, la productivité au travail et les coûts liés à la rhinite sont importants. Un consensus sur la rhinite allergique et son impact sur l'asthme, qui s'appelle ARIA, a été élaboré en collaboration avec l'OMS, dont le but est de mettre à jour les connaissances des cliniciens en matière de rhinite allergique, de mettre en valeur l'impact de la rhinite allergique sur l'asthme, de proposer une approche thérapeutique et diagnostique basée sur des preuves et de proposer une prise en charge par étapes de la maladie. La définition de la rhinite allergique, c'est une maladie à expression ORL, des symptômes au niveau du nez, déclenchée après exposition allergénique par une inflammation égéomédiée de la muqueuse nasale, dont les symptômes essentiellement sont la rhinorrhée, l'obstruction nasale, le prurite et l'éternuement. Ces symptômes qui sont réversibles spontanément ou sous l'effet du traitement. Sa fréquence est importante et ne cesse d'augmenter, et d'ailleurs les chiffres donnés par l'étude ECRHS, qui est relativement ancienne, a retrouvé que des chiffres peuvent aller en Algérie aux alentours de 10, en Australie jusqu'à 40%. Et en fait, en réalité, les chiffres se multiplient chaque 10 ans, et que des données déjà de l'étude de la thèse d'ESM du professeur Ranaut, il a retrouvé 17%, et des études encore plus récentes ont retrouvé des chiffres aux alentours de 25%. Enfin, en Europe, on a des chiffres qui varient entre 17 et 30% pour une rhinite allergique, dont les chiffres sur le plan mondial sont estimés à 600 millions. À 600 millions, dont 200 millions, ce sont des sujets qui sont asthmatiques, avec de grandes variabilités géographiques en fonction de l'âge. Une étude suédoise toute récente, publiée en 2016, avec un diagramme de veine qui montre que la fréquence de la rhinite allergique elle est aux alentours de 42%, elle est presque à 50% de la population, et que la prévalence de l'asthme est aux alentours de 12%, et que 2 tiers des sujets asthmatiques, en fait, ce sont des sujets rhinitiques. Les confrères et consoeurs qui se sont inscrits pour l'atelier de la douleur chez l'enfant. L'animatrice de l'atelier vous attend. La salle A. Elle va commencer. Ça. Merci. En fait, déjà, c'est une affection qui est connue depuis bien longtemps et déjà appelée Catharus dans une publication Estevus, publiée par Charles Blackley en 1873 et qui fait le lien en fait entre la saison pollinique et les manifestations allergiques au niveau de la sphère ORL. Enfin, l'ensemble de l'affection se pose sur cette prédisposition qu'on appelle atopie, qui est une tendance personnelle ou familiale à synthétiser des IgE lors de la sensibilisation à certains allergènes et d'une façon excessive. Il s'inscrit dans ce qu'on appelle une marche allergénique dès la naissance
et que déjà à la naissance, l'enfant présente des manifestations de type gastro-intestinaux d'origine allergique. À l'âge de 1 à 3 ans, manifestations plutôt dermatologiques, un type de dermatite atopique. Entre 3 et 10 ans, c'est plutôt de l'asthme chez l'enfant, secondaire à l'atopie. Et à partir de l'âge de 15 ans, en général, c'est la rhinite ou la rhinoconjonctivite qui s'installe. Dans une publication récente à la New England Journal of Medicine, qui ont mis un travail sur la rhinite allergique et qui explique en fait le mécanisme physiopathologique de la réaction allergique et mettent au clair que l'allergène qu'on voit ici traverse la muqueuse nasale, reçue par les cellules dendritiques qui vont sensibiliser qui vont le présenter aux cellules TH2. Les cellules TH2 vont produire des interleukines 4 et 13 pour stimuler des lymphocytes B à l'origine d'une production excessive des GE qui se fixe sur les mastocytes et sur les basophiles. Une deuxième phase arrive, une phase de réexposition, ou plutôt une phase effectrice, et le patient il sera réexposé de nouveau à un allergène donné, et cet allergène va se fixer directement sur les mastocytes, sur des récepteurs de mastocytes et de basophiles sensibilisés, et par conséquent, on assiste à un phénomène de dégranulation mastocytaire, libération de médiateurs chimiques à type d'histamine, de leucotriène essentiellement. Et on arrive à l'apparition des symptômes, se forment essentiellement de prurite, d'obstruction nasale, d'éternuement et d'écoulement nasal, qu'on voit nettement ici, suite à une vasodilatation, à un excès de production ou de sécrétion glandulaire et par sous-stimulation nerveuse, en plus de la stimulation secondaire aux médiateurs chimiques. En fait, c'est une interaction permanente entre la génétique en fait, qui est responsable de la prédisposition de cet équilibre TH1-TH2 et un environnement qui est à l'origine de la présence des allergènes dans l'atopie constitue une rupture active de tolérance. Au cours de la phase de la réaction, en fait, on assiste à une phase aiguë ou précoce, une phase tardive. La première est secondaire essentiellement à la libération d'histamine et de tryptase qu'on voit ici et qui est en fait responsable des premiers symptômes au cours des premières minutes, suivie par une phase de latente tardive qui se voit des heures qui suivent, est une phase de consolidation des symptômes qui fait intervenir en fait l'histamine, prostaglandine, leucotriène et de l'éosine cationique protéine. Une publication récente qui a fait le lien, une publication au Journal of Asthma and Allergy, qui a fait le lien entre les voies aériennes supérieures et inférieures et qui conclut en fait que les voies aériennes constituent une seule entité morphologique et fonctionnelle et que la prise en charge de cette maladie inflammatoire chronique permet un meilleur contrôle des deux affections. Quels sont les facteurs de risque de la rhinite allergique? On a des facteurs familiaux dont 20 à 40% si un des parents est allergique, 40 à 60% le patient risque d'être allergique, il va développer potentiellement une rhinite, dans 40 à 60% des cas si les deux parents sont allergiques, et dans 50 à 80% des cas si les deux parents présentent la même pathologie allergique contre 5 à 15% dans la population générale. Les facteurs environnementaux, essentiellement le tabagisme passif, l'exposition accrue aux allergènes, pollution atmosphérique, l'amélioration de l'hygiène et la réduction des infections favorisent par contre la réponse immunitaire de type allergique, la concentration accrue des pollens, la modification des habitudes alimentaires, le niveau socio-économique où la sensibilisation et la rhinite pollinique est plus fréquente dans les classes socio-économiques élevées. Exposition allergénique précoce plutôt joue un rôle protecteur. Les infections durant la petite enfance, des études ont démontré que de nombreuses controverses, mais que le risque de rhinite allergique est inversement proportionnel au nombre de frères et de sœurs plus âgés. Le diagnostic positif en général il est facile, il se pose uniquement à l'examen clinique. On trouve les symptômes cardinoclassiques, prurite nasale, éternuement en salve, rhinorrhée claire, obstruction nasale. À ces symptômes sont souvent associés une conjonctivite et ou une toux spasmodique, surtout nocturne. Et on voit des signes où on voit un enfant qui respire nettement par la bouche,
c'est un signe qui permet facilement de penser à une obstruction nasale, ou le signe de salut chez un enfant qui est en train de frotter ou de gratter son nez. Les symptômes essentiellement sont soit que le nez écoule ou le nez qui est bouché, qui est observé dans 85% des cas, soit que le patient a besoin de frotter les yeux ou le nez, ce qui se voit dans 70% des cas, ou plutôt le patient se réveille la nuit à l'origine d'une fatigue diurne qui se voit aux environs de 60% des cas, avec des maux de tête dans 50% des cas. La rhinite allergique est-elle prédicatrice d'asthme? Eh bien oui, cette réponse a été déjà donnée par IRAF en 88, confirmée par l'ANR en 99, enfin, où le premier a montré que 9 ans après l'apparition d'une rhinite allergique, 40% des patients développent un asthme allergique. Et que l'ANR a montré que la présence d'une rhinite allergique multipliée par 11 le risque de développer un asthme. Est-ce que la rhinite a un impact sur l'asthme? C'est vrai, mais est-ce qu'il y a une corrélation corrélation entre la sévérité de la rhinite et la sévérité de l'asthme? Ben oui, parce que l'augmentation de la fréquence de la rhinite et celle de l'asthme ont été parallèles depuis 68 jusqu'à 95, que tous les asthmatiques allergiques au pollen présentent aussi un rhume des foins. 85% des asthmatiques allergiques aux animaux ont aussi une rhinite due à une allergie aux poils et aux fanères d'animaux. Et d'ailleurs, quand on parle des pollens, que les sujets qui présentent une rhinite, souvent quand il pleut, ces pollens se dégranulent et ils deviennent des particules fines qui peuvent passer au niveau des branches, qui peuvent déclencher des crises d'asthme. Et on voit ici nettement ce parallélisme entre la sévérité de l'asthme et la sévérité de la rhinite allergique. Une étude qui a été faite et publiée en 2015 et qui a pris un cohorte de 104 enfants suivis pendant 5 ans a mis en évidence en fait que tous les enfants présentant une rhinite allergique modérée à sévère ont développé un asthme après 5 ans d'évolution. Recommandation ARIA. L'asthme doit être recherché et évalué chez les patients ayant une rhinite allergique. La rhinite doit être recherchée et évaluée chez les patients ayant un asthme. Et que les mécanismes inflammatoires qui touchent respectivement les voies aériennes supérieures et inférieures sont les mêmes. Dans 20 à 40% des rhinites allergiques développent un asthme, 80% des asthmatiques sont atteints de rhinite. Une rhinite allergique aux graminées non ou maltraitées peut évoluer vers un asthme allergique aux acariens. Une rhinite doit faire rechercher un asthme et vice-versa. Quelles sont les similitudes en fait entre asthme et rhinite? Sur le plan épidémiologique, on voit que les deux présentent, concernant les similitudes, les deux présentent un terrain allergique, ce sont des associations fréquentes en fait, les mêmes allergènes qui sont responsables, une hyperréactivité dans les deux cas. Sur le plan anatomique, ou plutôt anatomique et histologique, l'épithélium cilié respiratoire au niveau des bronches et au niveau des voies, des fosses nasales postérieures, au niveau des bronchioles, est pratiquement le même. Sur le plan physiopathologique, ils sont secondaires à une réponse immune identique pour les mêmes allergènes avec une hyperéosinophilie. Sur le plan symptômes, certainement que les symptômes concernant la rhinite éternuement essentiellement rhinorrhée, et pour les bronches, certainement, c'est un bronchospasme, tout expectoration, une gêne respiratoire sifflante. Les différences, c'est que la rhinite est plus fréquente que l'asthme, que l'épithélium au niveau du vestibule nasal est différent, et qu'il n'y a pas de modification histologique irréversible au niveau du nez par rapport au remodelage bronchique qu'on peut voir au cours de l'asthme, et que les symptômes sont différents. Un travail comparatif entre la muqueuse nasale et la muqueuse bronchique à l'état normal et à l'état pathologique a été fait et qui a conclu en fait que particulièrement ce qui est intéressant, c'est que les cellules responsables de l'inflammation qu'on voit ici, on les voit en situation d'inflammation au niveau des bronches et au niveau de la muqueuse nasale, et que les voies respiratoires supérieures jouent un rôle protecteur des voies respiratoires inférieures avec un impact sur les symptômes et la fonction respiratoire au cours de l'asthme. Le contrôle de l'inflammation des voies respiratoires unies améliore la qualité de vie des patients présentant rhinite allergique et asthme.
Alors, les étapes du diagnostic allergologique, d'abord, le diagnostic il est clinique, qui repose sur une histoire clinique, sur un examen clinique. Puis, on doit chercher quel est l'allergène responsable. L'examen essentiel reste de base, reste les tests cutanés, qui se pratiquent à partir d'une batterie standardisée, en général pour chaque région, et qui consiste en fait à pratiquer, à mettre des gouttes d'allergènes sur une peau nettoyée, et puis on pique en dessus par des stalaires pointes, on attend 15 à 20 minutes, et on fait une lecture, essentiellement on mesure la réaction cutanée par la mesure de la papule, et on la compare souvent aux témoins positifs. Bon, voici des images de tests cutanés. Alors, la recherche des allergènes, ça peut se pratiquer en fait en milieu environnemental extérieur, à l'extérieur, comme ça peut se pratiquer aussi à domicile, particulièrement en Europe où ils ont des conseillers environnementaux, plutôt conseillers d'habitat, qui peuvent visiter les domiciles et vérifier la présence de niches d'allergènes quelque part, particulièrement des moisissures. En fait, à l'extérieur, on a des capteurs type Burkhardt, par exemple, tel qu'on voit ici, qui permet de recueillir des pollens et donner des mesures précises. À domicile, plutôt, on a des biocollecteurs, des lames adhésives, endotoxines, Arcarex test, aspirateurs et embouts spécifiques, collecteurs de germes, etc. Enfin, un calendrier pollinique a été établi à Alger, voilà, qui a mis en évidence qu'en fait, en réalité, une sensibilisation, ou plutôt des pollens, existe dans notre environnement pratiquement durant toute l'année. Ben, si on remarque bien et on suit les mois, on va trouver que pratiquement il n'y a que le mois de janvier qui est épargné ici. Et que par contre, et ce n'est pas tous les allergènes qui ont la même signification, ou plutôt n'ont pas le même index d'allergénicité, ben, les plus allergisantes sont essentiellement cyprès, peuplier, platane, olivier et plantain et graminées. Ce travail a été complété par la recherche de corrélation entre la charge allergénique ou la charge pollinique plutôt et les symptômes respiratoires et on a trouvé des corrélations entre la charge environnementale en pollen et les symptômes respiratoires, avec une corrélation aussi significative entre la charge pollinique et l'importance de la charge pollinique et la sévérité des symptômes respiratoires. Et qu'en fait, il y a des seuils à partir desquels le patient devient symptomatique et qu'en plus que cette concentration augmente, les symptômes augmentent et on passe de symptômes mineurs, modérés à sévères, particulièrement mesurés pour les graminées, pariettaires, cyprès et oliviers. La rhinite allergique a été classée autrement. L'ancienne classification, vous vous rappelez tous, perannuelle et saisonnière, a changé. Si on veut prendre un prétexte, on va dire que du moment que, plutôt on parlait avant de allergie au pollen, c'est plutôt saisonnière, et allergie au acarien, c'est plutôt perannuelle. En fait, en réalité, on a trouvé que les pollens peuvent exister durant toute l'année. Par conséquent, un patient qui présente une sensibilisation à des pollen de variétés multiples, il peut présenter une allergie perannuelle au pollen. Et par conséquent, en fait, la rhinite allergique a été classée actuellement en intermittente et persistante, et puis en légère et modérée à sévère. On garde toujours essentiellement le chiffre 4, il est intéressant, facile à retenir. On parle d'une allergie intermittente, d'une rhinite intermittente quand elle est inférieure à 4 jours et inférieure à 4 semaines, et persistante, supérieure à 4 jours et supérieure à 4 semaines. On parle d'une rhinite légère quand elle ne perturbe pas le sommeil et ne perturbe pas l'activité sociale, sportive, de loisirs et professionnelle. Plutôt l'inverse, il y a perturbation du sommeil, des activités sociales, sportives, professionnelles, avec des symptômes gênants. On parle d'une rhinite qui est plutôt modérée à sévère. Sachant bien que une rhinite allergique, elle peut être persistante, mais en même temps légère, et elle peut être intermittente, mais en même temps, elle est modérée à sévère. Le diagnostic différentiel, il est très important parce qu'on ne doit pas considérer, malgré que la rhinite allergique, c'est la rhinite la plus fréquente, mais on doit connaître les diagnostics différentiels pour ne pas prendre toutes les rhinites comme étant des rhinites d'origine allergique. En se basant sur l'histoire clinique, test allergologique, examen ORL,
et que la rhinite intermittente et persistante, c'est essentiellement pris en charge par les allergologues. Rhinite professionnelle, essentiellement d'origine allergologique, peut être pris en charge par l'allergologue, éventuellement par l'ORL. Les diagnostics différentiels qu'il faut chercher: polypose nasocénusienne, anomalies structurales telles que déformation du cloison, tumeur, dyskinésie ciliaire, et aussi éventuellement corps étranger intranasal chez l'enfant, infection virale ou bactérienne, mais ça c'est plutôt doit être pris en charge par un médecin ORL, ainsi que la rhinite d'origine médicamenteuse ou hormonale. Le traitement pharmacologique de la rhinite allergique, on parle d'évidence-based. En fait, ici, les médicaments sont efficaces et bien tolérés dans le traitement de la rhinite allergique, évidence A. Les antihistaminiques oraux ou locaux, évidence A. La corticothérapie ou les corticostéroïdes par voie nasale, évidence A. Les antileucotriènes, la même chose. Que les chromones, en fait, sont moins efficaces. Ça aussi, c'est une évidence A. Conduite à tenir devant une rhinite allergique. En fait, d'abord, on doit mesurer les symptômes en classe et en fonction du classement, préconiser un traitement adéquat. Une rhinite qui est classée comme étant une rhinite qui est légère, le traitement se base essentiellement sur les antihistaminiques par voie orale ou antihistaminiques par voie intranasale, ou plutôt locale. Une rhinite qui est classée modérée à sévère, ou plutôt qui est persistante mais qui est légère. Le traitement se base sur les antihistaminiques par voie orale, antihistaminiques par voie nasale, éventuellement des décongestionnants, mais c'est des vasoconstricteurs, il faut limiter leur durée d'utilisation, des antileucotriènes éventuellement. Si la rhinite est persistante, revoir le patient en 2 à 4 semaines pour adapter le traitement. Si la rhinite elle est modérée à sévère, plutôt là, on n'a pas le choix, on doit commencer par des corticoïdes par voie intranasale, associés à des antihistaminiques ou des antileucotriènes. Revoir les patients dans 2 à 4 semaines. S'il y a une amélioration, il faut diminuer et continuer pendant 1 mois. Si échec, revoir le patient, évaluer l'observance et rechercher une infection ou autre cause. Dans tous les cas, il est important d'insister sur un accompagnement thérapeutique, particulièrement éviction de l'allergène ou des allergènes et des irritants. Si conjonctivite, on peut ajouter encore des antihistaminiques intraoculaires et considérer toujours l'immunothérapie qu'on doit prendre en considération, sachant bien que l'immunothérapie, c'est le seul traitement en réalité qui peut changer l'histoire naturelle d'une allergie. Association rhinite et asthme, les médicaments qui sont utilisés en fait pour l'asthme, c'est clair, on donne les corticoïdes par voie inhalée, les bêta-2 mimétiques et on donne le montelukast. Pour la rhinite allergique, on donne essentiellement les stéroïdes par voie intranasale, les antihistaminiques et on donne le montelukast aussi. Concernant l'éviction, quels sont les allergènes les plus incriminés à éviter? En fait, essentiellement, c'est les acariens, par une lutte qui se fait de plusieurs manières, ou plutôt doit être complémentaire, ou anti-acariens. Il faut que la maison, ou plutôt la chambre ou le salon doit être le plus vide possible. Il ne faut pas laisser trop de niches pour les acariens, particulièrement les tapis et les arbillas, etc., qui peuvent tenir des acariens. Les animaux, c'est difficile d'en séparer, mais il faut expliquer la raison pour le patient concerné. Pour les blattes, il faut utiliser des insecticides avec une hygiène domestique. Pour les pollens, l'éviction, en fait, elle est impossible, mais on peut quand même donner des conseils aux patients pour ne pas se voyager dans tel ou tel endroit où on pense que le patient, plutôt on sait que le patient est allergique à tel ou tel allergène dans tel endroit. Les moisissures, il faut réduire l'humidité à l'intérieur des maisons et utiliser de l'eau javelisée pour le nettoyage. Concernant la désensibilisation, dans la publication dans la revue Allergie en 2013, a été mis au clair face à un mode d'action. Et on voit nettement ici la courbe de tolérance des lymphocytes T qui commence à s'installer dès les premières semaines, alors qu'on note aussi que les EGG4 commencent à augmenter à partir des premières semaines, les EGE spécifiques, plutôt les EGE commencent à augmenter à partir des premières semaines jusqu'à 6 à 8 mois, puis commencent à diminuer, et ça constitue un signe de tolérance. On note que dès le début de la désensibilisation, les mastocytes tessulaires et les eosinophiles
diminue aussi. Ça permet de donner une très bonne orientation, plutôt un très bon indice concernant l'efficacité de la désensibilisation. Ici, un guidelines de la société, plutôt de l'Académie américaine d'allergologie en 2015 qui note l'efficacité, plutôt l'intérêt de certaines substances ou certains traitements dans la prise en charge d'une rhinite allergique. Et on note clairement ici, enfin je pense que l'image n'est pas très bien visible, mais on note que l'action des corticoïdes intranasales elle est importante, plutôt, elle est significative sur la congestion, sur la rhinorrhée et sur l'éternuement et l'obstruction nasale et sur le prurite. Elle est importante en cas d'allergie saisonnière et perannuelle, épisodique aussi, et dans l'allergie intermittente et persistante. Les antihistaminiques sont efficaces plutôt en cas de rhinorrhée essentiellement, en cas d'éternuement ou en cas de prurite nasale. Sont efficaces aussi en cas de rhinite, d'allergie saisonnière ou perannuelle ou épisodique, mais aussi en cas d'allergie intermittente ou persistante, mais elles ne figurent pas dans les allergies, plutôt dans les rhinites sévères. Les antihistaminiques intranasales sont efficaces pratiquement dans toutes les situations, les antileucotriens par contre beaucoup moins. Regardez ici un asthme mal contrôlé. Le titre de la publication en 2012 dans le Primary Care Respiratory Journal montre qu'en cas de mauvais contrôle de l'asthme, il faut regarder au nez, il faut chercher s'il n'y a pas une rhinite associée. Et conclut en fait les auteurs que le lien entre l'asthme et la rhinite allergique confirme le lien et préconise plutôt la recherche et le traitement systématique d'une rhinite allergique en cas d'un asthme non contrôlé. En fait, la prise en charge se base sur l'éviction allergénique, sur l'immunothérapie, sur la pharmacothérapie et sur l'éducation thérapeutique. Ce sont les points cardinaux essentiels, mais l'ensemble de ces éléments tourne autour du coût, c'est-à-dire on doit prendre en considération le minimum de traitement, maximum d'efficacité et au moindre coût. On va juste un mot et je termine. Une publication, enfin une étude de plus ou moins ancienne, en 2007, publiée à JACI, qui concerne la rhinite et la scolarité. Il s'agit d'une étude britannique sur 1834 élèves de 15 à 17 ans. La présence d'une rhinite allergique est un handicap lors des examens de fin d'année, au cours de la saison pollinique, et qu'environ 40% des élèves sont symptomatiques avec un impact sur les performances scolaires, et qu'un nombre d'entre eux prennent des antihistaminiques de première génération avec leur effet sédatif et leur effet sur les examens, et que les auteurs rappellent que la rhinite allergique perturbe le sommeil, diminue les capacités d'apprentissage des enfants et s'accompagne de fatigabilité, d'irritabilité, de maux de tête et d'anorexie. Je conclus pour dire que les rhinites allergiques représentent une pathologie fréquente et invalidante par les perturbations qu'elles entraînent. L'association avec de l'asthme doit systématiquement être recherchée et que les recommandations ARIA émises par l'OMS pour guider les médecins à prendre en charge les patients souffrant de rhinite allergique sont fondées sur les données acquises de la science. Ces recommandations ont le mérite de clarifier les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Comme toute recommandation, son application a pour objectif d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients. Et merci pour votre attention.